Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je laisse mon esprit en repos et je vous lis un passage de ceci. Jean-Pierre Amaury. Illusion et mensonge, Marginalia 2, tome 2. Comment se fait-il que depuis 25 siècles, l'on s'efforce d'éveiller les hommes, ceux-ci en soient restés au degré zéro de la conscience? Comment se fait-il que, malgré les progrès matériels, politiques, sociaux et culturels, les hommes demeurent aussi bornés que par le passé et apparemment aussi satisfaits de l'être? Que les sociologues nous expliquent pourquoi l'être qu'on nous présente comme doué de raison, consent à se laisser entraver, aime aussi passionnément ce qui l'avilit et croit sublimer son désir dans ce qui, justement, interdit toute sublimation. Qu'ils nous disent en recourant à d'autres causes qu'aux sempiternelles structures, pourquoi, invariablement, les masses, au sein desquelles, toutes classes sociales confondues, on trouve aussi bien le cadre supérieur que l'employé, le médecin que l'ouvrier et le professeur que le charcutier. Les masses donc préfèrent les divertissements médiocres, les jeux du cirque, les feuilletons stupides, les émissions infantiles, les livres et les films navrants aux œuvres de qualité. Pourquoi elles préfèrent la presse du cœur aux journaux d'information, les films de Spielberg à ceux de Fellini, les romans de Sulitzer à ceux de Proust, la poésie de Bobin à celle de Rilke, les chansons des Rolling Stones aux nocturnes de Chopin et Paris Match aux essais de Bourdieu? Ce dernier, d'ailleurs, s'offusquant de telles questions, répond que c'est là le point de vue du privilégié qui a du temps et qui ne s'interroge pas trop sur son privilège. Il ne manque pas d'avancer les arguments habituels. Si les gens préfèrent le médiocre au bon, c'est parce qu'on ne les a pas informés suffisamment, qu'on ne leur a pas fourni les moyens intellectuels nécessaires pour déceler les pièges qu'on leur tend, qu'on fait tout pour qu'ils demeurent inconscients de leurs vrais intérêts, qu'ils manquent de temps pour s'informer et d'argent pour se cultiver, etc. Tous arguments désormais aussi éventés qu'un vin resté trop longtemps à l'air. L'homme n'est pas l'être rationnel que les sociologues présupposent. Peut-être devons-nous croire que Dostoïevski, plutôt les sociologues, et considérer que l'être humain, contre toute attente, veut justement garder ses rêves fantastiques, sa bêtise vulgaire, qu'il ne désire aucunement la conscience, la liberté, la lucidité qu'on veut lui offrir, qu'il préfère demeurer stupide et même désespéré, parce que c'est dans le désespoir qu'on éprouve les plus brûlantes jouissances. Peut-être n'a-t-il aucune envie de devenir bon et noble, et qu'il trouve particulièrement agréable de céder à une impulsion intérieure plus puissante que ses intérêts. Et si les sociologues parvenaient à lui faire dire ce qu'il ressent profondément, peut-être déclarerait-il: vous voulez débarrasser l'homme de ses vieilles habitudes et corriger sa volonté conformément aux exigences de la science et du bon sens. Mais comment savez-vous que l'homme non seulement peut, mais doit être ainsi transformé? D'où concluez-vous qu'il est si nécessaire de corriger la volition humaine? Bref, comment savez-vous que cette correction
apportera vraiment un avantage à l'homme. Le sociologue, évidemment, sourirait des propos de l'homme du sous-sol. Comment un être raisonnable pourrait-il préférer les ténèbres à la clarté, l'aliénation à la liberté, la souffrance au bonheur? Et il penserait, comme Platon, que les poètes, décidément, doivent être bannis de la cité. Et cependant, il faudra peut-être admettre un jour que l'homme n'a nulle envie de découvrir la vérité. Certes, on a cherché à le persuader que la connaissance vaut mieux que l'aveuglement. Il lui semble néanmoins que l'acquisition de cette lucidité requiert des efforts exorbitants, mais que les avantages qu'elle lui procurerait ne compenseraient jamais les inconvénients. Si les structures mentales sont si difficiles à modifier, c'est parce que les hommes, finalement, tiennent à conserver leurs œillères et leurs illusions. Sans doute pressentent-ils que leur ignorance est le fondement le plus précieux de leur vie, et qu'elle est, comme le pensait Léopardi, l'un des ingrédients essentiels du système humain. Ils devinent obscurément que tant qu'ils conserveront leur cécité et se prémuniront contre les méfaits de la raison, leurs instincts, leurs énergies, leurs passions seront sauves. Tant qu'ils garderont leur inconscience, ils oublieront la misère de la condition humaine. Ils ne verront ni le monde, ni eux-mêmes sous un jour dont ils ne supporteraient pas la clarté. Faute de pouvoir prouver l'existence d'une nature humaine, force est tout de même de constater, Schopenhauer, Nietzsche et Freud n'ont cessé de nous le rappeler, qu'il existe un inconscient humain, des passions et un imaginaire humain, toute chose qui pourrait peut-être expliquer que les psychés restent barbares et que les hommes refusent toutes les occasions qui leur sont offertes de devenir civilisés, qui montrerait pourquoi les êtres humains acceptent les contraintes qui les accablent, les maîtres qui les spolient, les lois qui les mutilent, la science qui les détruit, les techniques qui les humilient, les plaisirs qui les abaissent et la consommation qui les abrutit. La plupart des individus ne supportent pas leur singularité et leur solitude. Ils ne rêvent que d'être nivelés et homogénéisés. Ils souhaitent participer à ce qui réunit le plus grand nombre de semblables, pour oublier leur frustration, leur ennui et leur souffrance. Ils veulent se distraire et non pas comprendre. Ils ne désirent aucunement la liberté que les éducateurs, les sociologues, les philosophes ne cessent de leur vanter. Ils subodorent qu'ils auraient plus à perdre qu'à gagner en échangeant une bêtise banale, mais supportable, contre une conscience singulière, mais douloureuse. Ils restent donc dans les ténèbres où ils vivent selon leurs désirs. Ils ne veulent pas sortir de la caverne, car alors, il leur faudrait suspecter leur comportement, douter de leur choix et de leur goût, deviner la médiocrité de leurs intérêts, découvrir la mauvaise conscience et souffrir en fin de compte de ne jamais atteindre le paradis qu'on leur avait promis. De tels propos sont malvenus. Ils donnent à l'être humain une image négative, inacceptable, et donc inacceptée. Les grands explicateurs, dont la mission consiste à convaincre les hommes qu'ils sont perfectibles, capables de progresser et de devenir un jour ce qu'ils méritent d'être, se doivent de dénoncer des affirmations aussi incongrues. Certes, nous vivons un âge pitoyable. Certes, la barbarie demeure et les temps de détresse sont toujours présents. Mais il ne faut pas céder au pessimisme. Des jours meilleurs viendront. Pour en préparer la survenue, il faut que les hommes, de bonne volonté, continuent à lutter, à dénoncer les forces du mal,
à expliquer, à enseigner, à démontrer. Il faut que ceux qui savent ouvrent les yeux des aveugles et fassent en sorte que les êtres deviennent plus égaux, plus riches, plus instruits, plus intelligents, plus sages, comme les idéalistes impénitents de Tchekhov qui, au plus profond de leur solitude et de leur détresse, espèrent toujours un matin calme et clair, un avenir radieux et des lendemains qui chantent. Ceux que Tocqueville appelait les législateurs de la démocratie se promettent de parvenir un jour à répandre dans le sein des sociétés le goût de l'infini, le sentiment du grand et de l'amour et des plaisirs immatériels. On peut donc prédire que les grands explicateurs, continuant de montrer la voie à suivre, fourniront les analyses nécessaires pour que les hommes aient enfin le courage de se dresser contre l'adversité, de vaincre les forces qui les diminuent. Encore quelques constats et diagnostics, et nous entrerons dans le château de cristal qu'on nous promet depuis si longtemps. Mais que faire si, à ce château, les masses préfèrent les parcs d'attractions de Disneyland, les matchs de football, les combats de boxe, la télévision, les jeux vidéo, Internet et les cassettes pornographiques? Que faire si les peuples semblent en cela, à la chose de Spinoza, ne songent qu'à persévérer dans leur être? Eh bien, il appartiendra aux grands explicateurs de se répéter et de maintenir, contre vent et marée, l'optimisme et le radicalisme de leur thèse. Tout le monde leur en saura gré. Rien n'est plus agréable que d'entendre affirmer que l'homme est un animal capable de devenir humain et qu'un moment viendra où il répondra sans ambiguïté aux espoirs qu'on a cessé de placer en lui. Alors, voilà, on tient bon. Le vent adverse fouette notre visage, la sinistrose ambiante, la normose ambiante dans laquelle nous sommes englués, tels des oiseaux pris dans une marée pétrolière. Bien, nous devons continuer à nous ébrouer, nous devons continuer à ne pas désespérer, nous qui sommes revenus de tout, nous qui avons connu le vrai désespoir, celui de se savoir abandonné, nous qui avons connu le froid, la misère, les chambres sordides, la solitude, le manque d'amour qui troue la peau. Nous savons que nous devons continuer de marcher, vaille que vaille, et de tenter naïvement, benoîtement, en toute candeur, d'offrir des raisons de vivre à nos semblables, nos frères humains. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite.